Vous venez de terminer Routine, le jeu d'horreur sensation de fin de 2025 qui a mis 13 ans à être développé par 3 développeurs, ou alors le jeu vous intéresse de loin parce que vous êtes terrifié à l'idée de vous faire attraper dans une base lunaire du prisme. Dans les deux cas, laissez-moi vous expliquer au maximum son entièreté via mon interprétation qui tente de joindre les deux bouts avec les informations retrouvées dans le jeu et les recherches que j'ai pu faire sur le sujet. Je tiens à préciser que je ne reprendrai pas l'explication de l'histoire depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, mais pour plus de clarté, retracerai du mieux possible l'histoire de cette station devenue un cauchemar dans l'ordre chronologique via les informations, les notes, les mails que le jeu peut nous fournir. C'est normal que ça vous paraisse éventuellement déconstruit, le but c'est de prendre un pas de recul sur les très nombreuses informations disséminées dans le jeu pour mieux les comprendre avec les noms, les dates, les rôles de chacun, pour terminer sur le traitement complet de l'histoire et de ses théories. En 1964, l'Institut du Prisme est créé, proclamé rapidement comme les leaders mondiaux dans la science géologique et de la sélénologie. Je fais un petit aparté hypothétique. En 69, normalement, Neil Armstrong pose un pied sur la Lune. Je dis bien normalement puisque la date et la mention n'apparaissent jamais dans le jeu, mais je vous le notifie ici parce que je suppose que c'est arrivé et que ça explique les installations plutôt futuristes qui permettent de justifier l'ensemble du scénario du jeu. En 1974, c'est une réverbération de l'épicentre lunaire qui est constatée, autrement dit une sorte de séisme que Prism trouve particulièrement étrange. Pendant les 3 années qui vont suivre, Prism va se concentrer dans une expédition qui visera à creuser et identifier la source de cette réverbération directement sur la Lune. En décembre 1977, le fondateur de Prism, William Davis, envoie le mail suivant à l'entièreté des habitants séléniens. Bonjour ma famille. Le temps est enfin arrivé pour nous de répondre à l'appel. Nous sommes prêts à embarquer dans notre voyage de recherche, la raison de notre venue ici, le canal. Avant de partir, rejoignons-nous dans la tonnelle à 9h pour le petit déjeuner. Comme ça, nous pourrons récupérer une pièce de notre ancienne maison afin de l'apporter à notre nouvelle maison. Ici, William parle d'une pomme. Un pommier avait été placé par les membres de la fondation au centre de la tonnelle. Vous passez proche de ce pommier plusieurs fois dans le jeu. À la suite du mail de William, l'expédition part vers l'entrée du canal, un tunnel naturel lunaire menant vers le centre de la Lune, où des infrastructures séléniennes ont été construites et entretenues par Prism pendant plusieurs années. À l'entrée du canal, plusieurs échantillons sont collectés et Edith Stone, la géologue en chef, disparaît 4 heures après le début de l'expédition. La biologiste en charge, Yan Leung, indique dans son rapport qu'elle la voit partir vers le canal et la perd de vue. L'équipe se pose la question pour savoir qui et comment aller la récupérer, mais le protocole de Prism est clair, personne n'est autorisé à rentrer à l'intérieur du canal et de s'y engouffrer sans autorisation. Pendant plus d'1 heure, toute l'équipe tente d'appeler Edith sans succès. Dans les différentes archives indiquées des membres de l'expédition, ils sont formels, Edith Stone n'est jamais revenue à la base d'opération. Une vidéo prise par l'expédition pendant l'entièreté de l'exploration de l'entrée du canal, d'une durée de 4 heures, est donnée à James Mason, archiviste et ingénieur technicien, dans l'optique de la restaurer car celle-ci a subi énormément d'interférences, rendant peu pertinent l'audio et la vidéo de celle-ci. Dans cette même période, l'équipe est invitée à assister à des rendez-vous avec Judith Weber, une psychologue présente sur place. On peut également trouver une communication de sa part destinée à toute l'équipe du Prism. Bonjour à toutes et à tous. Vu les événements récents, je tiens à m'assurer que vous vous sentiez libre d'exprimer vos ressentis, que ce soit avec moi ou avec William. De plus, si vous souhaitez exprimer vos sentiments de manière privée, vous remarquerez un nouveau programme sur vos terminaux intitulé « Journal ». Un programme qui va nous être utile pour retracer toute l'histoire puisque certains journaux des membres de l'équipe sont primordiaux à sa compréhension. Toujours en 1977, dans le courant du mois de décembre, après la disparition d'Edith, William, le fondateur du Prism donc, renvoie un autre mail généralisé. Chère famille, suite à l'incident survenu au canal, un nouveau protocole de sécurité a été mis en place. Tout déplacement ultérieur vers la grotte devra se faire par groupe de 2 avec une liaison de sécurité obligatoire entre chaque binôme. Aucun accès au canal n'est autorisé tant que des études complémentaires n'auront pas été menées. Le 25 janvier 1978, l'équipe d'expédition procède à de multiples comparaisons d'échantillons lunaires collectés dans le canal. Ils y trouvent des biomarqueurs stéranes, des molécules organiques fossiles,
produite à l'origine par des organismes vivants. Le même jour, Jan Leung écrit un journal sur le sujet. On a trouvé des biomarqueurs stéranes, plus de détails très bientôt. J'ai hâte de connaître les résultats du radiocarbone. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir en pensant au type de formes de vie anciennes qui ont pu laisser ces assemblages de biomarqueurs dans ces échantillons. Aussi enthousiaste que je sois, ça ne me semble pas juste de célébrer ça sans Edith. Le 24 juin 1978, une entrée de journal retrouvée de l'horticultrice Kali Nair. Je ne suis pas du genre à réfléchir sur mes actes et mes pensées, mais cet endroit, le canal, il signifie quelque chose d'important. À cette même période, on peut retrouver des échanges de mails entre Henry Baker, le physicien en charge, et Mathieu Giraud, un physicien sous les commandes de Henry, dans lesquels ils s'expliquent qu'ils ne veulent pas attendre pour explorer le canal. Ils conviennent d'y aller seuls, sans autorisation, et sans personne d'autre pour enquêter. Le 23 août 1978, une mission de collecte d'échantillons à l'entrée du canal permet la récupération d'une nouvelle substance ressemblant à du mucus. 2 jours plus tard, le 25 août, une entrée de journal de Jan Leung indique: Des acides aminés protéinogènes? Après tout ça, tout en valait la peine. C'est un moment historique. La vie ici, maintenant, avec nous sur la Lune. Peut-être que le canal abrite un environnement plus favorable pour certains matériaux organiques. Après avoir enregistré et préparé les prochaines expérimentations demain, je dois parler avec Barbara. Le même jour, James Mason, en charge de restaurer la vidéo prise dans le canal, écrit le message suivant sur son journal personnel. Les cassettes. Les autres ne peuvent ni les voir ni les entendre. Mais moi, je peux les sentir. Le message est clair, nous devons être purifiés avant d'entrer dans le canal. Il reste du temps, mais nous devons commencer le processus de purification dès maintenant. Le 29 août 1978, on peut trouver une évaluation médicale de Mathieu Giraud. Homme, 49 ans, physicien. Aspect général, à peine conscient, confus, amaigri, extrêmement déshydraté. Le patient est arrivé en urgence en provenance du canal, il ne parvenait pas à s'exprimer clairement et présentait des difficultés respiratoires. Son état général était alarmant, presque comme s'il était dépourvu d'humidité. Les veines étaient contractées, rendant la pose d'une perfusion difficile. Les constantes vitales étaient instables, mais se sont stabilisées après l'administration d'une sédation. Le patient a été placé dans un coma artificiel et reçoit des fluides ainsi que des médicaments par voie intraveineuse. Judith Weber, psychologue, s'est brièvement entretenue avec Giraud avant l'administration du médicament. Une transcription de l'entretien a été demandée. Dans une entrée d'incident suite au décès d'un membre du personnel, on peut y lire quelques informations supplémentaires. L'incident s'est produit lors de l'expérience d'observation du canal, sur le site du canal. Pendant la phase de mise en place, Mathieu Giraud, physicien, est entré dans une transe et s'est avancé dans le canal. Henry Baker, physicien en charge, a réussi à récupérer Giraud grâce au câble sécurisé reliant le binôme. Giraud était dans un état critique et semblait très amaigri. Il était incapable de parler de manière cohérente et semblait désorienté. De retour à la base, son état s'est aggravé. Il a été placé dans un coma artificiel et a reçu un traitement intraveineux pour une déshydratation extrême. Environ 12 heures plus tard, Giraud a subi un arrêt cardiaque et est décédé le 29 août 1978 à 20h25. Bonjour l'équipe. Une maladie potentielle semble circuler. Jusqu'à nouvel ordre, le protocole STIP est mis en place. Signalez immédiatement l'apparition du moindre symptôme, isolez-vous si vous vous sentez malade. Chère famille, pour la sécurité de tous, la base est placée en confinement et tout déplacement vers la surface lunaire est interdit. Tant que vous ne présentez aucun signe de maladie, vous êtes libre de circuler partout dans la base, à l'exception des zones désignées. Ils sont en train de se désagréger. Une série d'effets inhabituels, à la fois remarquables et préoccupants. Je soupçonne que je suivrai bientôt le même chemin. Je crois que nous avons ramené quelque chose avec nous du canal. Dans un mail datant du mois de septembre également, on peut lire James Mason écrire à Sophia Robinson, supposément une subordonnée de James. Il y décrit des interférences visuelles sur son module CAT, ou OAC en français. Pour Henry, la cause de toutes ces interférences, c'est ses tentatives de les retirer des vidéos données par l'équipe d'exploration du canal. Les vidéos ont des interférences, il tente de les retirer et celles-ci se répercutent sur son module. En retour de ce mail, une entrée de journal de Sophia peut être retrouvée où Sophia indique les informations suivantes. James avait raison, je l'ai vu aussi. Y a-t-il un problème avec le logiciel des modules d'interface? Il doit bien y avoir une raison logique derrière tout ça.
Le 12 septembre 1978, une entrée du journal d'Henry Baker, l'une des entrées qui est mise bien en évidence en arrivant dans cette grande zone, indique les informations suivantes. Je comprends que cela ne fasse pas partie de mes fonctions attitrées, mais je me devais de consigner mes observations. Il a des poils, il métabolise et, d'après les empreintes, il semble être de taille plutôt imposante. Veuillez examiner la vidéo sur les marques que j'ai récemment compilées. Dans cette vidéo, on y voit plusieurs marques murales ressemblant à des traces de mains et de pieds, trop grandes pour être humaines, des déjections fécales ainsi que des cheveux. Cette vidéo prise par Henry est une introduction presque obligatoire par le jeu de notre futur poursuivant que le prisme appellera l'entité A. Le 12 et 13 septembre 1978, deux entrées de Sophia Robinson sur l'entité A peuvent être trouvées. Ce n'est pas une anomalie avec nos modules, c'est ici, dans le secteur, à nous observer. J'ai surveillé toutes les zones à l'aide du module d'interface et c'est le seul moyen de le voir. Quoi que ce soit, c'est grand. Sur l'un des écrans principaux de ce nouveau secteur explorable, on y trouve un certain nombre d'informations supplémentaires sur l'entité A. Le prisme semble avoir eu affaire à l'entité à plusieurs reprises. Une entrée de journal de Judith Weber. Ce n'est pas une simple illusion, je l'ai vu lui. Le module d'interface doit être utilisé. Pour des raisons qui demeurent obscures, ce module perçoit ce que l'œil humain ne peut pas voir. Gardez bien à l'esprit qu'il nous observe, lui aussi. Le 21 septembre 1978, une entrée du journal de Jan Leung. Ce que je vis ne m'inspire pas confiance. Perte de la notion du temps, hallucination, et pourtant, je l'accepte. J'adhère au processus. Le 29 septembre 1978, une autre entrée de journal, cette fois-ci de Henry Baker. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec un poids écrasant sur la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Quelques instants plus tard, ça s'est retiré, comme si quelque chose était allongé sur moi. Était-ce un avertissement? Sait-il que je l'observe? Le même jour, une entrée de Jan Leung à nouveau. Je l'entends maintenant. Le canal est notre seul moyen de continuer. Ensemble. Le 1er octobre 1978, on peut retrouver un rapport médical sur Henry Baker cette fois-ci. Homme, 51 ans, physicien en charge. Apparence générale, mauvaise. Le patient présente une toux marquée et des difficultés respiratoires. Il décrit une sensation d'oppression thoracique apparue selon lui après qu'une présence lui a rendu visite hier. Il se plaint également de céphalées violentes, de type coup de pic à glace, de corps flottant dans le champ visuel et d'une sensibilité à la lumière, symptômes présents depuis environ un mois. Une inquiétude a été communiquée à Judith Weber concernant les propos de Baker au sujet d'une présence et une demande de consultation a été soumise pour un examen après la résolution des symptômes physiques. Le 18 octobre 1978, une entrée de Barbara Clark, l'écologiste en chef. Je ne comprends pas. À un moment, je travaillais dans l'annexe, aidant avec le désinfectant EL9, et l'instant d'après, je suis assis dans le passage, simplement à fixer le canal. La signification de l'endroit où nous nous trouvons est aussi fascinante qu'effrayante. Je n'avais pas pris le temps d'évoquer le passage avec vous avant, il s'agit d'un couloir assez long, possédant plusieurs portes, dont une menant directement à l'intérieur du canal. Dans la seconde partie du jeu, c'est ici que notre personnage se réveille. Il aperçoit cette intense lumière bleue, on explorera ensuite l'entièreté de la zone autour pour trouver un moyen d'ouvrir le canal au bout du passage. Dans la période du mois d'octobre, sans date précise, on peut y trouver un échange de mails entre Koichi Ito, l'horticulteur en charge, et Barbara Clark. Le pommier montre des signes préoccupants de déshydratation sévère. Le niveau d'eau est adéquat et les relevés au sol sont bons. Les conditions dans la tonnelle sont par ailleurs stables. J'envisageais de vous contacter pour avoir votre avis sur les effets écologiques de certains traitements potentiels, mais ça m'a mené à me demander, penses-tu que cela pourrait être lié aux échantillons prélevés dans le canal? Fais-moi savoir quand tu auras le temps d'en discuter. Merci. Le 1er novembre 1978, une entrée de journal de Barbara Clark à nouveau. Sommes-nous une perturbation dans cet écosystème? Nous tous, même le pommier. Peut-être que cet endroit n'a jamais été destiné à être notre foyer. Le 2 janvier 1979, une entrée de journal de Kaliner. Je suis inquiète. James s'est montré très renfermé ces derniers temps. Je sais que nous traversons tous quelque chose, mais je ne l'ai pas vu depuis des jours. Le même jour, une entrée de journal de Kenneth Murphy, l'ingénieur en charge. Je me suis encore réveillé dans le passage. J'ai des trous de mémoire. J'ai l'impression que je dois être quelque part. C'est comme se réveiller d'un rêve dont je ne me souviens pas. Et cette voix, ma voix.
Ici, c'est le premier journal de Kenneth Murphy qu'on peut trouver dans le jeu. On peut voir que Kenneth semble subir le même traitement que les autres membres du Prisme. Gardez bien en tête la fin de son entrée, où il indique que c'est sa propre voix qu'il entend. Au fur et à mesure que vous progresserez, une voix se fera entendre. Une sorte de narration motivante qui nous incite à continuer notre objectif en cours, de ne pas tomber pour mourir sur le sol abandonné de la base lunaire du Prisme. On est bien d'accord pour comprendre que l'appel du canal, le rêve et les trous de mémoire évoqués jusqu'alors ne semblent pas être bénéfiques pour la survie des membres de l'expédition. Dans le courant du jeu, lorsque notre personnage plie le genou sur le point d'abandonner, on apprécie cette tape dans le dos qui nous motive à aller au bout de notre objectif. Concrètement, c'est quoi notre objectif ? Dans la deuxième partie du jeu qu'on évoque depuis le début, si on y réfléchit, l'objectif de survivre, il est plutôt secondaire en fait. L'objectif principal de notre personnage, c'est d'ouvrir le passage pour pouvoir entrer dans le canal. Est-ce que notre personnage est déjà sujet à l'influence du canal ? Est-ce que notre propre voix, comme le disait Kenneth dans la dernière note que nous avons évoquée, nous incite à tout faire pour aller dans le canal comme les autres membres du Prisme ? Le 10 février 1979, une entrée de James Mason. Il y a trop de contaminants pour que je puisse tous les suivre. Cette zone doit rester isolée et propre, il le faut absolument. Je ne peux pas continuer à relancer le processus, je ne serai pas complètement purifié à temps. Sans date précise, mais supposément le même jour, un mail de Kali Nair à l'intention de James Mason. James, est-ce que ça va ? Le même jour, un rapport d'incident lié à la disparition d'un des membres du Prisme. D'après le journal d'identification du SAS, à 2h37, Kenneth Murphy, ingénieur en charge, a quitté la base seul. L'équipage de service est réduit en raison de pertes humaines et de maladies en cours. Personne n'a vu Murphy partir et il n'a informé personne de ses intentions. Pour des raisons de sécurité, la base est désormais en confinement. Les communications ont été laissées ouvertes dans le passage au cas où Murphy reviendrait. 3 jours plus tard, le 13 février 1979, une entrée de journal de Barbara Clark. Peut-être que le canal émet une sorte d'attrait qui déclenche quelque chose dans nos sens olfactifs, visuels et auditifs. Peut-être a-t-il incité Edith, Mathieu et probablement Ken à y rentrer. Si c'est le cas, je me demande si nous pouvons nous envisager comme faisant partie du cycle nutritif d'un écosystème. Si nous devions offrir des parties de nous-mêmes, cela suffirait-il à satisfaire le cycle ? Dans le courant du mois de février 1979, s'ensuit plusieurs échanges de mails concernant James Mason qui se serait enfermé dans le vestibule. Outre le fait qu'il s'agit d'une manière assez simple du jeu de vous donner les informations pour effectuer votre prochain objectif, à savoir trouver le code que James a mis en place pour que l'on puisse progresser, c'est aussi une manière de montrer que l'appel du canal peut provoquer autre chose que des pertes de contrôle et des hallucinations. James a la possibilité d'aller jusqu'au canal, mais au lieu de ça, il s'est enfermé. On retrouve une note de sa part et la dernière le concernant. Ils s'en vont vers le canal. Comment puis-je les rejoindre si je ne suis pas propre ? Encore un bain. Dans le courant du mois de février, on peut retrouver un échange de mails entre Maria Ivanov et William Davis. J'ai découvert quelque chose dans la tonnelle. C'est un grand animal qui ne semble pas être vivant. Je pense que c'est ce que certains des autres ont vu. Il faut que tu ailles voir. Ensuite, nous devons l'amener au laboratoire principal de contrôle. Je suis retourné dans la tonnelle pour récupérer autant de fluide de la dissection que possible, mais j'ai dû en laisser la majeure partie s'imprégner dans le sol. Je souhaiterais que les circonstances soient plus joyeuses, mais je suis reconnaissant de pouvoir partager ce moment avec toi, Maria. C'est une véritable merveille, un être natif de la Lune. Les restes de l'entité B sont transportés au laboratoire pour l'autopsie. Reste non identifié d'un animal inconnu. Apparence générale, grand animal, mort, chair pâle, sans poils. Taille, 2,1 m. Longueur, 3,4 m. Poids, 406 kg. L'animal vertébré semble appartenir à la classe des mammifères et possède 10 membres. Le cou mesure 120 cm. L'examen révèle une pomme coincée dans la longue gorge, probablement à l'origine de la mort. Le système digestif comprend un estomac à 4 compartiments. Aucune pomme n'a été trouvée dans ces compartiments. Des ovaires sont présents, mais aucun signe d'utérus ni de col de l'utérus. Les glandes mammaires et les organes sexuels internes indiquent qu'il s'agit d'un spécimen femelle, ce qui suggère également la possible existence d'un compagnon mâle. En raison de la taille du sujet, une autopsie partielle a dû être réalisée sur le site de la découverte, dans la tonnelle, une grande partie du spécimen y restant. Le transport du reste du sujet vers le laboratoire est prévu pour demain. La tonnelle a été fermée temporairement.
Dans le courant du mois de mars, on peut retrouver un enregistrement audio de Judith Weber indiquant que l'entité A cherche quelque chose, en faisant des bruits évoquant une certaine tristesse. De mars à août 1979, les dernières entrées trouvées sont celles de William Davis. Le 20 mars 1979, un magnifique spécimen de mammifère, un véritable être de la Lune. Le 22 mars 1979, l'autre entité que Henry a rencontrée est toujours là. Je peux ressentir une tristesse qui ne m'appartient pas. Le 5 avril 1979, les autres pensent qu'il s'agit d'hallucinations, mais ils se trompent. Ce sont des souvenirs. Le 4 juin 1979, j'ai dormi dans le laboratoire principal de contrôle la nuit dernière, quand il n'y avait qu'elle et moi, et elle m'a parlé. Le 29 juin 1979, je le sais maintenant, il n'y a pas de place pour nous ici, pas dans le sens conventionnel. Le canal est la réponse. Le 12 juillet 1979, nous ne sommes plus que quelques-uns maintenant. Il ne faudra pas longtemps avant que nous soyons tous réunis. Le 20 août 1979, il est temps de les rejoindre alors. Avant de partir, je dois la contempler une dernière fois. C'est la dernière entrée trouvable dans le jeu concernant l'entièreté de l'expédition du prisme, de 70 à 79. Dans le début du chapitre 1, appelé Naissance, notre personnage ne se réveille pas dans la base du prisme, mais dans une station balnéaire lunaire, un lieu de séjour appelé l'Union Plaza. Nous sommes dans une période entre novembre et décembre 1999, soit 20 ans après les événements menant à la disparition totale du prisme. Ça fait 7 jours que notre personnage est isolé dans une chambre, et à la suite de notre réveil, la sécurité de l'Union Plaza, l'ASN, nous ouvre cette porte. L'ASN, vous pouvez le voir comme une intelligence artificielle connectée à l'entièreté du sous-réseau lunaire, programmée pour protéger l'homme sélénien en toutes circonstances. Pendant notre période d'isolement, un employé de la sécurité de l'Union Plaza découvre un corps, des suites d'un tremblement lunaire similaire aux événements de 79. Cet homme, John Cooper, revient à l'intérieur de l'Union Plaza informant de sa découverte, sans savoir qu'il a été infecté par le même parasite que le prisme 20 ans auparavant. Parce que oui, effectivement, on va bien pouvoir mettre un mot sur les raisons de toutes les déviances du prisme à l'époque. Ils cherchaient eux-mêmes à créer un désinfectant pour une épidémie qui les touchait tous, sans savoir que chacun d'entre eux était déjà infecté. Des suites de son infection, John Cooper infecte également les autres habitants de l'Union Plaza. Peu après la période d'infection de chaque être vivant dans cet hôtel, l'ASN met en place une quarantaine, le temps de purger la maladie à 100%. Je vous laisse maintenant imaginer ce qu'une IA codée pour protéger l'homme en toutes circonstances et à n'importe quel prix pourrait éventuellement faire dans un scénario d'horreur comme celui de Routine. Il y a assez peu de choses à comprendre dans les 3 premiers chapitres de Routine. Vous êtes arrivé sur la Lune, vous avez été isolé pour cause de quarantaine. Pendant 7 jours, l'ASN et ses types 5 massacrent tout le monde. La porte s'ouvre pour que vous constatiez le carnage. Vous comprenez que vous êtes également infecté sur le chemin. Vous allez jusqu'à l'ASN en esquivant les robots tueurs de la station. Vous désactivez l'IA tueuse et... Finalement, Routine, ça aurait pu s'arrêter là. On sent bien dans les 12 ans de développement du jeu que les développeurs n'en avaient pas assez, qu'il y avait un besoin de voir plus, de faire plus. Et honnêtement, on s'en plaint pas. À la fin du chapitre 3, après notre évanouissement, notre personnage se réveille dans une sorte de rêve étrange où l'on aperçoit l'un des éléments de décor de l'Union Plaza, une carpe-koi mécanique qui se tortille légèrement, comme si celle-ci était en train de mourir, maintenue précédemment en vie artificiellement par le seul autre élément dans les environs, l'ASN. Cette carpe, c'est nous, notre dernière ligne de défense avant le parasite, l'ASN, qui nous tenait encore en vie, le temps de quelques instants, le temps que nous courions nous-mêmes à notre propre perte, en sortant de la chambre d'isolement. Dans les théories autour du symbolisme de la carpe-koi, on peut y voir également le lien avec les légendes des koinobori, des carpes qui parviennent à franchir la cascade du dragon jaune, se transformant ainsi elles-mêmes en dragons. Une sorte d'allégorie sur la transcendance de l'humanité que évoquait William Davis, une adaptation nécessaire pour enfin être accepté sur la Lune.
Des suites de notre réveil, c'est le début du chapitre 4, bien éloigné de l'Union Plaza dans le passage, juste à côté de l'entrée du canal. Similairement à de nombreux membres du prisme, notre personnage a erré jusqu'ici sans comprendre ni savoir pourquoi. Les effets du parasite sont déjà conséquents nous concernant. Les objectifs que nous suivions à partir du chapitre 4 n'a qu'un seul et unique but, rentrer dans le canal. Il n'est plus question d'un travail en tant qu'ingénieur, ni de résolution d'un problème qui affectait une station telle que l'Union Plaza. Maintenant, le réel objectif c'est de rejoindre les autres. Vous vous rappelez d'Edith Stone ? Elle disparaît à l'entrée du canal et elle n'est jamais retrouvée. 9 mois plus tard, dans la base lunaire, Prism pense que quelque chose les a suivis. Le parasite, vous pouvez le voir comme un être vivant de la Lune, ou comme la Lune elle-même, bien que je préfère l'imaginer comme l'un de ses enfants. Le parasite découvre l'existence des hommes dès lors que le premier pas est fait en 69. Pour se reproduire, elle infecte et transforme tout ce qui est organique en deux choses. Soit une forme de nourriture organique pour lui-même, en tuant l'homme, ne laissant que cet amas étrange de plantes ou de cheveux, comme l'appelle le prisme, poussant à la verticale. Soit une forme organique humanoïde, calquant la seule chose que le parasite ait toujours pu voir et expérimenter au sein de son lieu de création, l'homme. Résumons. En 74, séisme lunaire, le prisme découvre le canal, l'explore, meurt à petit feu, une nouvelle créature émerge de la Lune via le corps d'Edith Stone, première disparue. Une grande majorité viennent à nourrir les créatures organiques sorties du canal, l'entité A et l'entité B, autrement dit une nouvelle forme du parasite. En 99, John Cooper, agent de sécurité de l'Union Plaza, infecté par le parasite en trouvant un ancien corps du prisme, il infecte l'entièreté de la station et tout le monde est purgé par la SN. Ils n'ont pas le temps de devenir ni nourriture, ni nouvelle création. Mais nous savons où aller. Nous avons survécu, nous connaissons le procédé par la relecture des notes du prisme, nous faisons tout pour que le canal s'ouvre à nous, et enfin... La scène finale de routine est libre d'interprétation, le jeu entier tourne autour d'une image liée à Adam et Ève, avec les entités A et B autour de la pomme ayant tué ce qui serait Ève dans cette théorie. Notre personnage est sujet à une naissance, ou une renaissance, sous la forme d'une créature hybride similaire à l'entité A. Suite à la cinématique finale, on peut y apercevoir plusieurs notes, décrivant les événements passés tels que notre exploration, la disparition du prisme, l'infection par John Cooper, ainsi que les dates mentionnées. Les notes terminent par une visite d'une expédition en 2025, qui semble avoir un destin similaire à celui du prisme. 79, 99, 2025, personne n'a survécu. Mais la Lune, elle, engendre des enfants. Un cycle perpétuel, temporellement indéfini, la routine. La porte d'induction est ouverte. Bah du coup, là on est d'accord qu'il faut bien faire de... Mais t'es fou ou quoi? De faire des trucs pareils? Qu'est-ce qu'il y a? T'es triste? Oh mon dieu! Ah.